Mesdames, Messieurs, chères Viassoises, chers Viassois, lorsque vous nous avez accordé votre confiance, vous avez choisi une nouvelle équipe municipale. Vous avez aussi choisi une nouvelle méthode, celle de la transparence, de la sincérité et de la vérité des faits. Durant la campagne, nous avons dénoncé plusieurs dérives, l'affaire du promenoir, mais aussi, plus largement, une situation financière que nous jugions préoccupante. Avant même les élections, vous avez reçu une première synthèse de ce que nous pressentions. Aujourd'hui, nous sommes élus et conformément à nos engagements, vous allez avoir ce soir l'état des lieux complet de notre commune. L'objectif de cette réunion est simple, faire le bilan de l'héritage que nous avons reçu, le regarder en face, le corriger et nous tourner vers l'avenir. Nous savons ce que nous héritons. Nous savons ce que nous allons devoir assumer, mais nous savons aussi les solutions que nous devons apporter. Pour répondre à ces questions avec rigueur, nous avons engagé un audit financier indépendant. Il a été réalisé avec le concours des services municipaux, de la communauté d'agglomération au travers de son observatoire fiscal, ainsi qu'en lien avec les services de l'État, notamment les conseillers aux décideurs locaux et les services de la préfecture. La mission de l'auditeur externe a également été élargie à plusieurs analyses spécifiques menées avec le service des finances. Elles nous permettent aujourd'hui de mieux mesurer les marges de manœuvre financières de notre commune. Cet audit répond à trois questions très simples. Quelle est aujourd'hui la situation financière réelle de notre commune? Quelle est nos marges de manœuvre pour les années à venir? Quelles sont les perspectives envisagées? Je vais donc laisser maintenant la parole à M. Lionel Bascou, qui a conduit cet audit et qui va vous présenter en toute indépendance les résultats de ces investigations. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et tous. Content d'être parmi vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Lionel Bascou. J'ai une formation supérieure en comptabilité, finance et droit qui m'a conduit à l'expertise comptable et l'avocature. J'enseigne à l'université de Montpellier 1 et j'écris des ouvrages sur les finances locales. Comme disait Monsieur le maire, depuis plusieurs mois, nous travaillons sur une analyse approfondie de la situation financière de Vias. Pour cela, nous avons été accompagnés par le directeur de cabinet, l'adjoint aux finances, les services financiers de la commune et aussi les services de l'État. Je reviendrai dessus plus en avant. Il faut que vous sachiez que cette analyse ne s'est pas limitée à regarder simplement les chiffres des différents budgets. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Et je peux vous dire que c'est déjà quelque chose de très important d'avoir pu réaliser un audit en si peu de temps avec derrière tous les dossiers qu'il a fallu ouvrir. En effet, chaque fois que nous avons sorti des dossiers, certains posaient des problèmes très particuliers et avaient une incidence directe et indirecte sur la situation financière de la collectivité. Et ces différents dossiers, nous les avons travaillés. Cela a nécessité du temps. Il reste encore du temps pour travailler sur ces dossiers. Mais nous sommes en train de prendre les premières mesures pour régler un par un toutes ces difficultés. Vous avez compris que l'audit effectué a couvert un environnement très large. Je souhaite vous présenter les principaux points de façon objective. Pour rendre cette présentation la plus accessible possible, nous avons choisi de l'organiser autour de 3 axes majeurs. Premièrement, quelle est la situation financière de la commune? Deuxièmement, quelles sont ses marges de manœuvre? Troisièmement, quelles sont les perspectives et solutions envisagées? Mais avant de répondre à ces 3 questions, je voudrais prendre quelques minutes pour vous expliquer très simplement comment fonctionne le budget d'une commune. Car lorsqu'on comprend son fonctionnement, on comprend aussi
plus facilement les conclusions de l'audit. Chaque année, un budget est voté couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. Ce budget est composé de 2 grandes parties. Une section qu'on appelle fonctionnement, c'est le budget courant et quotidien de la collectivité. Sont financés les salaires des agents communaux, l'entretien des bâtiments, les dépenses d'énergie, les assurances, enfin, tout ce qui concerne l'ensemble des services publics rendus aux habitants. La seconde section s'appelle investissement. C'est le budget de l'avenir, de l'accroissement du patrimoine de la commune. Il permet de construire, rénover, aménager ou moderniser les équipements de la commune. Autrement dit, c'est dans cette section que l'on retrouve les grands projets municipaux. Maintenant, retenez une notion essentielle, celle dont je vais vous parler pendant tout le long de ma démonstration. Cette notion s'appelle l'autofinancement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autofinancement ? L'autofinancement, c'est l'argent qu'il reste à la commune une fois qu'elle a payé toutes ses dépenses de fonctionnement. C'est en quelque sorte l'épargne de la commune. Et cette épargne joue un rôle fondamental, car cette épargne permet de financer ensuite les investissements de la collectivité. Plus une commune dégage de l'autofinancement, plus vous comprenez qu'elle a la capacité d'investir, de préparer l'avenir et de faire face aux imprévus. À l'inverse, ce que nous allons voir, lorsque l'autofinancement diminue, à ce moment-là, les marges de manœuvre diminuent. La commune devient plus dépendante de l'emprunt, elle dispose de moins de liberté pour lancer de nouveaux projets. Donc je vous demande de bien retenir cette notion d'autofinancement parce qu'elle sera le fil conducteur de cette présentation. Alors, quelles sont les marges de manœuvre dont dispose la collectivité ? Quelle est la situation financière ? Alors, je vais vous parler, avant de répondre à cette question, je vais vous parler d'une notion importante qui s'appelle le réseau d'alerte. Qu'est-ce que c'est le réseau d'alerte ? Chaque année, les services de l'État analysent la situation financière de toutes les communes au travers de plusieurs indicateurs et ratios. Ça peut être, par exemple, la capacité à investir, ça c'est la notion d'autofinancement, le niveau d'endettement à travers des ratios prudentiels, je reviendrai dessus, leurs réserves financières ou encore, et ça c'est très important, l'évolution de leurs dépenses. Lorsqu'une commune présente plusieurs signes de fragilité financière à travers ses équilibres financiers, elle entre dans ce qu'on appelle le réseau d'alerte. Alors je veux être très clair sur ce point. Être dans le réseau d'alerte ne signifie pas que la commune est en faillite, ni même qu'elle soit sous tutelle. Les écoles continuent de fonctionner, les services municipaux fonctionnent et les équipements publics restent ouverts. Mais cela signifie que les services de l'État considèrent que la situation financière mérite une vigilance particulière et un accompagnement renforcé. C'est le cas de la commune de Vias depuis plusieurs années et plus précisément depuis 2023. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons travaillé, comme l'a précisé Monsieur le maire, avec les services financiers de la commune, l'Observatoire fiscal de l'agglomération euro-méditerranéen, les conseillers aux décideurs locaux de la Direction départementale des finances publiques, mais aussi les services de l'État, dont derrière les services de la sous-préfecture, afin d'établir un diagnostic complet et partagé. Alors, quels sont les principaux constats de cet audit ? Premier constat, forte augmentation des dépenses de personnel, plus 40,88%. En chiffres, les dépenses de personnel sont passées de 3,8 millions à 5,4 millions entre 2020 et 2025. Cela représente une progression de plus d'1,5 million en 5 ans.
Si on le traduit en euros par habitant, cela fait 901 € à comparer à la moyenne des communes de même strate, qui, pour elles, sont de 662 €, soit 36% supplémentaires. Comme je vous le disais, ces dépenses de personnel vont fortement impacter l'autofinancement. Vous voyez, ce matin, nous étions dans les services de la sous-préfecture. La première chose qu'a fait remarquer le sous-préfet, c'est que les dépenses de personnel de la collectivité étaient vraiment trop importantes. Deuxième constat, et ça corrobore un peu l'augmentation des dépenses de personnel, les collectivités ont des dépenses obligatoires. Alors ces dépenses obligatoires, c'est celles qui doivent être payées tous les mois par les services de la collectivité, dépenses de personnel et même charges financières. Les charges financières, c'est adossé aux emprunts que la collectivité effectue. Et ces charges financières représentent 291 000 € par an. Mais surtout, les dépenses obligatoires, comme vous le voyez, consomment plus de 57% des recettes de fonctionnement. Il faut que vous sachiez que le ratio d'alerte en ce qui concerne ces dépenses obligatoires est de l'ordre de 50%. Ce qui veut dire que vous avez derrière un delta à peu près de 7% qu'il va falloir corriger au fil des ans pour revenir sur ces fameux ratios prudentiels. Enfin, autre point important, la gestion de la taxe de séjour. Cette gestion est compliquée. Et là aussi, ce matin, avec les services de la sous-préfecture, nous en avons parlé. Comme vous le savez, la taxe de séjour est payée par les touristes qui viennent séjourner sur notre territoire. Les analyses réalisées par les services de l'État ont mis en évidence un mode de gestion particulier qui existe depuis plusieurs années par la commune de Vias. Dans les autres communes de l'agglomération, c'est directement l'intercommunalité qui perçoit la taxe de séjour et ensuite la reverse sous forme de compensation aux communes. À Vias, le circuit est totalement inversé. C'est la commune qui perçoit la taxe de séjour, la reverse à l'interco et ensuite reçoit en retour cette même compensation. Vous avez bien compris que la commune, quelque part, fait apparaître dans ses comptes deux entrées d'argent, là où elle n'en bénéficie réellement que d'une seule, puisqu'elle perçoit et ensuite elle reverse, et puis ensuite, derrière, il y a cette attribution de compensation. Ce qui entraîne et ce qui gonfle artificiellement ces recettes d'environ 300 000 € et fausse la lecture de sa situation financière. Aujourd'hui, cette situation doit être régularisée. Et vous voyez, ce matin, avec les services de la sous-préfecture, nous sommes en train de travailler sur cette régularisation. Sachez que cela va représenter, en termes d'impact sur l'autofinancement de l'exercice 2026, 265 à 300 000 € pour sa régularisation. Autre point, et celui-là n'est pas des moindres, l'endettement de la collectivité. Cet endettement s'élève à près de 15 millions € fin 2025. Pour être précis, cela représente, comme je vous l'ai indiqué, 2 485 € par habitant, alors que pour les communes de même strate, cela ne représente que 967 €. Donc vous avez bien compris que le niveau d'endettement de la commune de Vias est aujourd'hui de 2,5 fois supérieur à celle observée par les communes de même taille. Ça va beaucoup plus loin, c'est qu'au-delà de l'endettement, les services de la préfecture calculent deux ratios prudentiels. Un ratio qu'on appelle le ratio d'endettement et un autre ratio qu'on appelle le ratio de capacité de désendettement. Au niveau du ratio d'endettement, les communes de même strate représentent à peu près 72%, alors que la commune de Vias représente 135%.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'endettement représente plus d'une année de fonctionnement de la commune. 135%, c'est-à-dire 1,35 fois plus que les recettes de fonctionnement de la collectivité. Autre ratio, et non des moindres, qui s'appelle le ratio de capacité de désendettement. Le ratio de capacité de désendettement, c'est d'aller s'assurer combien d'années il faut dégager d'autofinancement pour couvrir l'encours de la dette. Et là aussi, la moyenne de la strate est à peu près à 4,5-5 années. Pour la commune de Vias, elle est de 9,27 ans. Le remboursement de la dette. Chaque année, la commune rembourse à peu près 1 million d'euros. 1 million d'euros, ce qui veut dire à peu près 88 000 euros par mois, soit près de 3 000 euros par jour. Vous avez bien compris que cet endettement, qui est ce remboursement de dette, pèse entre autres sur l'autofinancement, donc réduit d'autant les investissements futurs. Justement, en parlant de ces investissements, les investissements ont été importants sur les exercices 2020 à 2025. Ils ont représenté à peu près plus de 22 millions d'euros et les emprunts 4 808 000 euros. Alors je vais faire une petite parenthèse, c'est que ce matin, nous avons appris par les services de la sous-préfecture que la collectivité qui était déjà en réseau d'alerte depuis 2023 s'était engagée à ne pas emprunter. Or, il y a eu en 2023 2 millions d'emprunts qui ont été contractés et en 2025 1 411 000. Ce qui veut dire que même quand la collectivité est en réseau d'alerte, elle a continué à emprunter, ce qui a augmenté son endettement et par là même ses ratios. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les services de la sous-préfecture souhaitent que cet encours de dette diminue et surtout que les ratios reviennent à des positions moyennes, c'est-à-dire à peu près normales. Autre chose importante aussi, les réserves. Alors les réserves, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand dans le privé, on appelle ça le fonds de roulement. C'est, si vous voulez, ce qui reste comme argent après avoir payé tout le fonctionnement et l'investissement. Ces réserves sont importantes, pourquoi? Parce que derrière, elles arrivent à couvrir les décalages qu'il peut y avoir entre les encaissements et les décaissements. Et souvent, on associe les réserves à la trésorerie. Pour la commune de Vias, cette trésorerie, elle est un peu chaotique, pour ne pas dire autre chose. Vous voyez, en 2025, la collectivité a tiré une ligne de crédit de trésorerie de 800 000 euros, qui est une ligne de crédit de trésorerie. Une ligne de crédit de trésorerie, c'est du court terme. C'est-à-dire que quand la collectivité tire une ligne de crédit de trésorerie, par exemple aujourd'hui, elle doit la rembourser au plus tard l'année prochaine. C'est du court terme. Ça doit financer derrière du fonctionnement, ou en tout cas essayer de couvrir des décalages qu'il peut y avoir, par exemple sur des subventions à venir. Sur les 800 000 euros de 2025, cette ligne de crédit de trésorerie a été remboursée, mais à l'heure actuelle, parce que ça se fait toujours en décalage, à l'heure actuelle, la commune dispose d'environ 200 000 euros de trésorerie, ce qui reste faible, et elle doit faire face à plus d'1 million d'euros de factures à payer. Ce qui veut dire que pour garantir le paiement des fournisseurs et assurer la continuité du service public, il sera nécessaire de mettre en place une nouvelle ligne de crédit de trésorerie qui est estimée à peu près à
1 million d'euros qui se fera par tirage successif. J'aimerais vous parler maintenant de la répartition, parce que c'est quand même important quand on travaille sur un budget, de savoir quelles sont les recettes de fonctionnement et savoir aussi quelles sont les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire savoir d'où viennent les recettes de fonctionnement et comment elles se répartissent au niveau des différents postes des dépenses de fonctionnement. Alors, les principales recettes de fonctionnement, c'est d'abord les impôts directs locaux. À travers les impôts directs locaux, vous avez la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. L'ensemble de ces recettes de fonctionnement représente 58% donc des recettes de la collectivité. Ce qui veut dire que sur 100 euros, 58 proviennent de la fiscalité directe locale. Ces impôts locaux représentent pour la commune de Vias 6 450 000 euros. Vous avez une deuxième source de recettes de fonctionnement que sont les dotations de l'État. Les dotations de l'État représentent pour la collectivité 1 220 000 euros. Mais vous avez aussi d'autres recettes qui proviennent, on appelle ça les recettes des services et du domaine, qui proviennent par exemple des redevances des services périscolaires pour 246 000 euros. Les redevances d'occupation du domaine public, 140 000 euros. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir comment ces recettes vont pouvoir couvrir les principales dépenses de fonctionnement et quelles vont être leurs répartitions. Alors, comme vous avez bien compris lors des premières diapos, la principale faiblesse de la collectivité vient de ses dépenses de personnel, puisque ces dépenses de personnel représentent 58% des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire à peu près 5 400 000 euros, c'est-à-dire que 1 euro dépensé pour la collectivité, c'est la moitié. Pour vous donner un ordre d'idée, comment se situe votre collectivité au niveau des dépenses de personnel qui restent quand même très importantes. La collectivité, 5 400 000 euros, c'est 901 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate, c'est 662. Je précise qu'il s'agit d'un constat financier et non d'un jugement sur le travail des agents municipaux. Ensuite, vous avez un deuxième poste qui est très important, c'est le poste dépenses à caractère général, qui lui représente 23% des dépenses de fonctionnement. Dans ces dépenses à caractère général, on y trouve entre autres l'eau. Est-ce que vous savez que pour la commune de Vias, l'eau représente 75 000 euros? Vous avez l'énergie. La commune de Vias, ça représente 270 000 euros. Les assurances, pour la commune de Vias, ça représente 200 000 euros. Ensuite, vous avez l'annuité de la dette. L'annuité de la dette, c'est à la fois les charges financières et le remboursement du capital de la dette. Ce qui veut dire que chaque fois qu'une collectivité emprunte, elle aura remboursé avec ses annuités ses emprunts. Enfin, les subventions versées, qui représentent 6% du montant des dépenses de fonctionnement, tout ça pour vous dire que, avec toutes ces dépenses de fonctionnement, l'autofinancement, c'est-à-dire ce qui reste entre les recettes et les dépenses, ne représente plus que 8% des recettes de fonctionnement. Autant dire que ces 8% représentent la capacité de la collectivité à investir. Ce tableau est intéressant, pourquoi? Parce que, en permanence dans les collectivités, quand la collectivité a un souci, on joue à la fois
sur les recettes ou sur les dépenses. Sur les recettes, vous avez bien compris, ça peut être des recettes venant des impôts, ça peut être aussi des recettes, on verra tout à l'heure, venant d'autres recettes de fonctionnement. Mais au niveau des dépenses de fonctionnement, chaque fois que vous avez un poste budgétaire qui augmente, automatiquement et mécaniquement, ça viendra impacter votre autofinancement disponible, donc réduire d'autant votre investissement. Alors, quelles sont les marges de manœuvre financières de la commune? La première des choses qui est importante, c'est que la collectivité doit maintenir un autofinancement positif. Et ça, c'est une des choses importantes que l'on a vues ce matin avec les services de la sous-préfecture. Une collectivité qui n'a pas un autofinancement positif, c'est comme un ménage qui n'est pas capable de rembourser ses emprunts. Une commune ne peut pas être en faillite, mais elle peut rentrer, ce qui est la première phase, dans le réseau d'alerte, c'est-à-dire derrière des signes de difficultés financières pour la collectivité. Maintenir un autofinancement positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher les ressources mobilisables au niveau du fonctionnement de la collectivité, mais aussi essayer de travailler sur les principales dépenses de fonctionnement pour essayer de trouver justement des marges de manœuvre. Donc cet autofinancement, il doit être positif et il doit permettre de couvrir, entre autres, l'annuité de la dette. Je vous dis ça parce que derrière l'endettement, qui est quand même important pour la commune de Vias, et qui aurait dû se réduire dans la mesure où il faut aussi que la collectivité rentre dans des ratios prudentiels normés par les services de l'État. Ça n'a pas été le cas sur les exercices 2023 et 2025, puisque la collectivité, derrière, a emprunté. Donc elle a aggravé à la fois son encours de dette, mais aussi elle a aggravé ses ratios prudentiels. Et ces ratios prudentiels, je voudrais revenir un peu dessus. Vous savez, je vous ai dit, le ratio d'endettement, c'est l'encours de la dette sur les recettes de fonctionnement. Et comme ces recettes de fonctionnement ont été quelque part tronquées par le régime de la taxe de séjour, ces ratios auraient pu être beaucoup plus catastrophiques dans la mesure où les 300 000 € n'auraient pas dû paraître au niveau des recettes de fonctionnement. Maîtriser l'endettement et les ratios prudentiels, ça c'est quelque chose qui a été demandé par les services de la sous-préfecture. C'est quelque chose aussi qui est suivi par les conseillers aux décideurs locaux, puisque vous savez, les communes sont accompagnées. On ne fait pas n'importe quoi puisqu'on travaille avec de l'argent public. Donc il y a le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable public. Celui qui ordonne, le maire, ne paie pas. C'est-à-dire derrière, il y a quand même des contrôles auprès des services de la trésorerie. Et ces contrôles auprès des services de la trésorerie permettent justement de respecter, il faut qu'on respecte les ratios prudentiels et derrière un certain montant d'encours de dette. Autre chose importante, c'est la notion de fonds de roulement. La notion de fonds de roulement, comme je vous ai dit, ce sont les réserves de la collectivité. Je dis à mes étudiants que le fonds de roulement, c'est le volant de sécurité financière à long terme. Pourquoi? Parce qu'une collectivité qui a des réserves suffisantes va pouvoir, derrière, compenser les décalages qu'il existe entre les encaissements et les décaissements. Vous voyez, la commune de Vias, aujourd'hui, a des décaissements potentiels 1 million d'euros. Bon, ces décaissements, quelque part, elle n'a pas encore payé, donc elle va quand même devoir les payer. C'est pour ça que la collectivité, derrière, va tirer une ligne de crédit de trésorerie. Donc ce fonds de roulement doit être suffisant parce que le fonds de roulement, c'est aussi le corollaire de la trésorerie. Une collectivité qui a un fonds de roulement faible aura une trésorerie faible. Donc si le fonds de roulement n'est pas suffisant,
il y aura un impact au niveau de la trésorerie. Et cet impact au niveau de la trésorerie devra être corrigé par des lignes de crédit de trésorerie. Et ces lignes de crédit de trésorerie, quelque part, masquent la réalité de la trésorerie réelle de la collectivité. Autre chose au niveau des marges de manœuvre, il est important quand une collectivité investit qu'elle sache comment elle investit. Comment elle investit, on ne peut pas investir n'importe comment. C'est-à-dire que, vous verrez, monsieur le maire vous présentera à la suite, mais quand on fait un investissement, il faut savoir si cet investissement va servir pour la collectivité, va servir pour vous, les habitants de la commune, et savoir aussi si ces projets ont derrière une fiabilité au niveau financier. C'est-à-dire que si on part sur des investissements en se disant « bon, ben c'est bon, on peut payer avec de l'emprunt, etc. », ça ne va pas être suffisant. Derrière, il va falloir travailler sur, entre autres, les subventions. Tout projet qui est mené doit être accompagné, et c'est ce qui sera la priorité pour l'équipe municipale, doit être accompagné d'une recherche importante au niveau des subventions. Ces subventions, comme vous le savez, on va les chercher aussi bien au niveau de l'Europe, de l'État, de la région, du département et même de l'intercommunalité. Donc, aller chercher, quand on fait de l'investissement, des sources de financement, mais aussi programmer dans le temps les investissements à travers ce que l'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Pour les investissements lourds, on ne part pas simplement bille en tête en disant « voilà, on va faire cet investissement telle année, etc. » Il faut pouvoir le projeter sur plusieurs exercices. Enfin, sur les marges de manœuvre financières, ce qui est très important, c'est de répondre aux équilibres financiers demandés par les services de l'État. Alors, les équilibres financiers demandés par les services de l'État, il n'y en a pas 50. Premièrement, que la commune dégage un autofinancement positif, que cet autofinancement positif soit suffisant pour pouvoir investir pour la collectivité. Ensuite, l'endettement. Est-ce que la collectivité a un endettement raisonnable? Oui, non, par rapport derrière à la moyenne de la strate des communes équivalentes. Est-ce qu'elle respecte les ratios prudentiels? Parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, la commune de Vias, 137%, c'est conséquent. Ce qui veut dire que l'endettement représente plus d'une année de fonctionnement. C'est énorme. Autre équilibre financier demandé par les services de l'État, c'est le fonds de roulement. C'est le dernier levier, le fonds de roulement, c'est-à-dire est-ce que la collectivité a assez de réserves financières pour pouvoir derrière faire face à ces imprévus. C'est les fameux décalages que l'on trouve entre les dépenses, on appelle ça les mandats, et derrière les recettes, qui sont les titres de recettes. Donc, la commune doit, pour ses marges de manœuvre, remplir l'ensemble de ces différents points. La commune de Vias, vous avez bien compris, a des marges de manœuvre. Elles existent, mais elles sont limitées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller de l'avant? Se dire simplement que derrière ces marges de manœuvre, elles sont réduites, mais qu'il faut derrière aussi pouvoir aller de l'avant et les augmenter. Première des choses, et ça, ce matin, on s'en est bien aperçu avec la géofinance, qui était avec nous, le directeur de cabinet. Il faut absolument poursuivre le dialogue avec les services de l'État. Pourquoi? Parce que ce dialogue avait été un peu coupé avec l'ancienne majorité. Et c'est vrai que quand on est arrivé ce matin, je ne vous cache pas qu'il a fallu trouver les argumentaires nécessaires et suffisants pour pouvoir dire, bon ben voilà, la commune de Vias se relance et va pouvoir derrière poursuivre le dialogue avec les services de l'État.
Donc cette poursuite de dialogue avec les services de l'État, ça va passer aussi, puisqu'il va falloir trouver de l'autofinancement, par une étude sur l'ensemble des nouvelles recettes financières. Et l'ensemble des nouvelles recettes financières, ce sont des dossiers ouverts que l'on va continuer à travailler. C'est par exemple, comme je vous l'ai dit, la notion de taxe de séjour. Aujourd'hui, la taxe de séjour va être régularisée avec le même régime que les autres collectivités de l'intercommunalité. Mais derrière aussi, il faut peut-être aller faire un travail supplémentaire pour essayer de bien voir si les taxes de séjour correspondent à la réalité financière en termes de recettes. Donc là aussi, il va y avoir un gros travail. Deuxième chose aussi, au niveau du plan d'action, il va y avoir la maîtrise dans les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que pour les charges de personnel, il va y avoir un travail qui va être fait pour voir comment les services peuvent être le mieux organisés. Et sur les charges à caractère général, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons sorti tous les contrats pour voir derrière s'il y avait des possibilités, des pistes de réduction de dépenses. Donc tous ces contrats ont été ouverts et commencent à faire l'objet derrière d'études approfondies. Autre chose dans le plan d'action, c'est la recherche de financement extérieur. Sur la recherche de financement extérieur, pour tout nouveau projet, la collectivité ira chercher les subventions nécessaires et suffisantes pour financer au mieux les investissements. Parce que quand on fait un investissement, il n'y a pas 50 sources de financement des investissements. Vous avez, premièrement, l'autofinancement. Deuxièmement, les subventions. Troisièmement, le fonds de roulement, c'est-à-dire vos réserves. Et quatrièmement, l'endettement. Et je dis toujours à une collectivité, quand vous investissez, c'est la dernière notion à prendre, l'endettement, parce que ça va peser sur la situation financière de la collectivité, mais aussi c'est quelque chose qui va durer un certain temps. C'est-à-dire que derrière chaque fois qu'on emprunte, ça va durer 15, 20, 25, 30 ans. Donc là, dès que la collectivité fera un investissement, elle ira, j'appelle ça la pêche des subventions, c'est-à-dire regarder tout ce qu'on peut récupérer comme subvention pour pouvoir réduire au mieux d'autres ressources que sont l'autofinancement, etc., etc. Alors sur la recherche de financement extérieur, sachez que nous sommes allés voir, donc vous voyez, ce n'est pas simplement que de l'audit financier, c'est l'audit des finances, c'est quelque chose de très large. Nous sommes allés voir les services de l'intercommunalité pour essayer de trouver, entre autres, un partenariat sur chaque investissement, la possibilité d'aller chercher un maximum de subventions pour ne pas avoir derrière à emprunter ou se servir d'autres sources de financement. Je vous ai parlé du maintien des investissements prioritaires. Donc là aussi, quand on travaille sur les dépenses d'équipement, souvent il faut prioriser les dépenses d'investissement et pas partir dans tous les sens parce qu'on ne peut pas tout réaliser tout d'un coup. Donc on priorise ces dépenses d'investissement à travers ce qui permet de suivre les dépenses d'équipement, un plan pluriannuel. Retour aux équilibres financiers fondamentaux. Ça, alors là, les services de la sous-préfecture nous l'ont bien fait remarquer. Cet endettement doit être réduit pour rentrer dans les ratios prudentiels, ce qui veut dire que, contrairement à ce qui a été fait, il ne faut plus faire d'emprunt. Le fonds de roulement doit être reconstitué. Alors sachez que le fonds de roulement, c'est une notion particulière, mais on fait rentrer dans le fonds de roulement, par exemple, les cessions de biens immobiliers. Ça peut être des terrains ou éventuellement derrière des bâtiments. Donc la vente de terrains et de bâtiments reconstitue le fonds de roulement. Enfin, très important parce que ça va conditionner derrière toute la mandature, c'est dans la mesure où la commune est en réseau d'alerte, donc sous vigilance, il faut le dire, la mise en place d'outils financiers de suivi du budget et de la trésorerie.
Là, il ne suffira pas simplement de se dire, bon, on a voté un budget primitif, on sait exactement ce que ça va devenir, et on attend en fin d'année pour savoir quelle est la situation réelle des finances de la collectivité. Non, là, ça va être un peu différent. On est en train de mettre en place des outils financiers, c'est-à-dire des tableaux de bord. Et vous voyez, un des premiers outil financier qui va être mis, puisqu'on arrive fin du mois de juin, on va faire une situation intermédiaire. Cette situation intermédiaire va pouvoir nous donner une idée de ce que sera éventuellement le prochain compte financier unique, c'est-à-dire le réalisé de la collectivité. Donc aujourd'hui, comme on est dans une situation contrainte, puisqu'on est sur le réseau d'alerte et que nos marges de manœuvre sont limitées, on met en place derrière des tableaux de bord de suivi, mais ces tableaux de bord de suivi, ils vont se faire trimestriellement, c'est-à-dire qu'en permanence, on va suivre les recettes et les dépenses, aussi bien au niveau du fonctionnement que de l'investissement. Et surtout, on va s'attacher à regarder au plus près le niveau de la trésorerie. Le niveau de la trésorerie, puisque comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui, la collectivité a une trésorerie faible, elle va devoir tirer une ligne de crédit de trésorerie de 1 million d'euros. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des factures qui restent en instance et qui doivent être payées. Donc, c'est un plan d'action derrière qui est ambitieux, mais qui va être mis en place. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier deux notions fondamentales. J'insiste pour les étudiants quand j'enseigne, c'est une collectivité territoriale, c'est deux choses, l'intérêt général et le service public. Merci beaucoup, Monsieur Bascou, pour cette présentation qui a pu, je l'espère, apporter quelques éclaircissements aux Viassoises et Viassois. Donc maintenant que vous connaissez l'état réel de nos finances, je voudrais revenir sur plusieurs dossiers structurants. Je vais commencer par celui du promenoir. Avant toute chose, je souhaite rappeler une réalité simple. Les seuls responsables de cette situation sont celles de mon prédécesseur et l'ancienne majorité municipale. Et je dis bien l'ancienne majorité municipale. Ce n'est pas un homme seul. Toutes les décisions ont été encouragées, présentées et validées en conseil municipal. Aujourd'hui, ce dossier n'est plus entre leurs mains. Il est entre les nôtres. L'ancien maire et la commune ont été condamnés. L'ancien maire a décidé de faire appel, c'est son droit. Mais aujourd'hui, la commune, c'est nous. Nous ne cautionnons pas cet appel. Nous ne voulons pas que les Viassoises et les Viassois continuent de payer des amendes pour des décisions qui ne sont pas les leurs. La protection fonctionnelle avait également été votée par l'ancienne majorité municipale. Depuis notre arrivée, nous avons repris ce dossier et nous nous sommes retirés de cette procédure. Car il n'est pas normal que les Viassois continuent de payer les conséquences des erreurs commises par l'ancienne municipalité. Il reste pourtant un héritage, le cadeau qu'ils nous ont laissé, la démolition. Nous avons rencontré Madame la préfète et renoué le dialogue avec les services de l'État. Grâce à ces échanges, nous avons obtenu un délai qui permet déjà de préserver le promenoir pendant toute la saison estivale. Et croyez-moi, c'était notre priorité. Mais je veux être honnête avec vous, ce délai ne règle pas le problème. Il nous donne simplement du temps. Et dans ce dossier, le temps, c'est aussi de l'argent. Comprenez aujourd'hui notre colère, parce que ces erreurs vont coûter des millions d'euros. Des millions d'euros qui auraient pu être investis pour les habitants, pour nos écoles, pour nos équipements, pour nos quartiers. Aujourd'hui, nous devons réparer ce qui aurait pu être évité. Et si le promenoir était le seul problème,
Ce serait déjà extrêmement grave. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on comprend qu'un élu a construit un promontoire en parfaite connaissance de son illégalité, on peut se demander une chose. Est-ce qu'il s'est arrêté là? La réponse, vous la connaissez, non. Avant même la réalisation de ces aménagements, les services de l'État avaient pourtant alerté la commune. Regardez ce courrier. Il est daté du 6 octobre 2022. Il est adressé au maire. Que dit-il? Il rappelle que la commune souhaite réaliser de nouveaux aménagements en Vias-Plage. Et surtout, il précise que ces travaux se situent pour partie dans la bande littorale des 100 mètres. Les services de l'État demandent donc au maire sur quelle base juridique il entend réaliser ces travaux. Malgré cette alerte, ces aménagements ont été réalisés. Ainsi, nous avons découvert que 2 autres aménagements avaient été eux aussi réalisés illégalement sur notre front de mer. Vous pouvez le voir sur la diapo derrière. Le premier concerne le parking de Farinette et ses aménagements. Construit illégalement, un procès-verbal a été dressé par les services de l'État. Nous connaissons malheureusement la suite. C'est exactement le même scénario que le promontoire. Le second concerne le contournement est au niveau du camping Beach Faré avec le petit parking attenant à la route André Faré. Là encore, les travaux ont été réalisés illégalement. Là encore, un procès-verbal a été dressé par les services de l'État en 2024. Quand les services de l'État m'ont informé de ces 2 situations, je vous dis sincèrement, j'ai pris un gros coup de massue. Parce que derrière ces procès-verbaux, on voit déjà ce qui arrive. De nouvelles procédures contre la commune et très certainement de nouvelles demandes de remise en état, c'est-à-dire la suppression de ces places de stationnement et de ce contournement. C'est encore de l'argent public, votre argent, investi dans des aménagements que nous allons peut-être devoir détruire. Et je vais vous dire une chose clairement, l'irresponsabilité de l'ancienne équipe est aujourd'hui parfaitement démontrée. Ce n'est pas une posture politique. Le respect de la loi ne devrait jamais être un sujet de débat. Lorsqu'une difficulté apparaît, on cherche des solutions, on cherche des alternatives, on engage le dialogue avec les services de l'État. Ces alternatives existaient. Ils ont préféré passer en force. Aujourd'hui, c'est nous qui héritons des conséquences, une remise en cause du sens de circulation, des suppressions de places de stationnement et un risque financier considérable pour notre commune. Nous allons tout mettre en œuvre pour éviter, si cela est encore possible, bien sûr, la remise en état de ces 2 secteurs. Non pas pour défendre les erreurs du passé, mais pour défendre les intérêts des Viassoises et des Viassois. Parce qu'il serait profondément injuste que les habitants paient une nouvelle fois les conséquences de décisions qu'ils n'ont jamais prises. Ceux qui ont pris ces décisions l'ont fait en toute connaissance de cause. Notre rôle à nous est désormais de protéger l'attractivité de notre station balnéaire, de préserver les intérêts de la commune et d'éviter que les habitants aient une nouvelle fois à supporter les coûts de ces erreurs. Normalement, à ce stade de la présentation, je devrais vous dire que nous avons terminé. J'aurais bien aimé cela, mais pas du tout. Parce que, vous l'avez compris, plus c'est gros, plus ça passe. Je vais maintenant vous parler de la maison de santé. Vous avez la projection derrière de la DAPO. Sur le papier, le projet était séduisant. Une maison de santé, des professionnels de santé, une réponse aux difficultés d'accès aux soins. Personne ne peut être contre cela. Nous non plus d'ailleurs. Mais lorsque nous avons pris le dossier, nous avons découvert une réalité bien différente. En réalité, il s'agit d'un ensemble immobilier de 88 logements en R+3 avec un local d'activité qui devait accueillir la maison de santé. Vous l'avez ici représenté avec les panneaux solaires juste ici. La commune s'était engagée à acheter ce bâtiment pour 3,4 millions d'euros financés par un emprunt. 3,4 millions d'euros. Je vous rappelle qu'au même moment, comme l'a démontré l'auditeur, notre commune dépassait déjà les ratios d'alerte en matière d'endettement. Mais surtout, ces 3,4 millions d'euros ne concernaient
que le bâtiment, une coquille vide. Il fallait ensuite financer les aménagements intérieurs, c'est-à-dire les cloisons, les réseaux, les équipements, le mobilier, toutes les installations nécessaires à son fonctionnement. Au final, ce projet approchait 5 millions d'euros, soit près de 4 000 euros le mètre carré, payé par le contribuable. La première question que nous nous sommes posées était pourtant très simple. Les professionnels de santé étaient-ils réellement engagés? En étudiant le dossier, nous avons découvert qu'à notre arrivée, qu'aucun professionnel de santé n'avait signé d'engagement. Aucun bail, aucun engagement, rien de cela. Autrement dit, la commune allait investir près de 5 millions d'euros dans ce qui pouvait devenir une coquille vide. Et je dis bien une coquille vide. Et cette coquille, c'était encore les habitants qui allaient la financer. Nous avons immédiatement rencontré l'aménageur, nous avons repris le dossier avec lui, et je peux vous dire d'une chose, nous nous sommes sentis manipulés, parce qu'on nous a présenté un projet comme étant sécurisé, alors qu'il ne l'était pas. En découvrant l'absence d'engagement des professionnels de santé et le montage du dossier, l'aménageur lui-même a compris qu'il y avait un problème. Il a alors décidé de surprendre les travaux. Pendant des mois, on nous a fait croire que les loyers permettraient de financer cette opération, mais là encore, ce n'est pas la réalité. Ces calculs ne prenaient pas en compte les aménagements intérieurs, ils ne prenaient pas en compte le coût réel du projet, ils ne prenaient pas en compte le fonctionnement futur. Autrement dit, on nous présentait un équilibre financier qui n'existait pas. Aujourd'hui, certains essayent de nous faire porter le chapeau. Ils disent que cette nouvelle municipalité ne s'intéresserait pas à la santé. Comment peut-on dire cela? Comment peut-on dire cela avec ce que nous avons découvert? Le problème n'est pas la maison de santé. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas un bâtiment. Ce qui nous intéresse, ce sont les professionnels de santé. Parce qu'une maison de santé sans médecin, c'est une coquille vide. Aujourd'hui, les médecins de Vias, on le sait, soignent aussi des habitants de Bessan, d'Agde et des autres communes. Et des Viassois m'ont également consulté dans d'autres communes. La santé dépasse les frontières de notre commune. Il faut arrêter de les mettre en concurrence. Il faut arrêter de se battre pour savoir qui aura le médecin. Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble, avec les communes voisines, avec l'agglomération, avec tous les partenaires. Parce que la crise des professionnels de santé ne se réglera pas commune contre commune. Elle se réglera en travaillant ensemble. Voilà notre vision. Et ce n'est pas le seul problème. Il y avait un autre obstacle. Et celui-là est encore plus grave. C'est la façon dont cette opération a été montée. Je vais être un petit peu technique, mais c'est important que vous compreniez. La commune a acquis cette maison de santé via un dispositif appelé VEFA, en une vente en l'état futur d'achèvement. C'est un contrat de droit privé courant dans l'immobilier. Concrètement, on confie la construction à un promoteur privé et on paie au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour en devenir propriétaire. Le problème, c'est que lorsqu'une collectivité publique y a recours, il se heurte au code de la commande publique. La justice est très claire à ce sujet. Une collectivité locale ne peut utiliser une VEFA que dans un cas très précis, lorsqu'il s'agit d'une opportunité immobilière préexistante. Autrement dit, un promoteur a déjà son projet, le permis de construire est obtenu et les travaux sont parfois même déjà commencés. Et la commune saisit cette opportunité pour acheter une partie du bâtiment. Ici, nous ne sommes pas du tout dans ce cas. Les documents que nous avons retrouvés montrent que ce projet était planifié depuis 2023 en lien avec l'ancienne municipalité. Pire encore, nous avons aujourd'hui à notre possession des documents qui expliquent implicitement comment contourner la loi pour éviter que les services de l'État ne s'en aperçoivent. Oui, autrement dit, l'ancienne municipalité s'est engagée dans ce projet en parfaite connaissance de son illégalité. Alors, à 4 000 € le mètre carré, je vous laisse vous poser une question.
à qui profite ce crime? Je vous le demande. Alors, aujourd'hui, l'affaire est entre les mains du procureur de la République. La justice fera son travail. M. Dartier et son équipe devront s'expliquer devant les juridictions compétentes. Ce qui est inacceptable, ce n'est pas seulement l'illégalité. Ce que tout cela se soit fait sur le dos d'un véritable besoin, celui des Viassoises et des Viassois d'accéder à des soins de santé. Ce projet a été instrumentalisé à des fins électorales. Il fallait annoncer une maison de santé avant les élections, peu importe la légalité, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, ce sont les habitants, les professionnels de santé et la nouvelle municipalité qui héritent de ce chaos. Il est aujourd'hui impossible de poursuivre ce projet en l'état, vous l'avez bien compris, mais nous ne resterons pas sans réponse. Nous travaillons déjà sur le dossier et 3 solutions sont aujourd'hui devant nous. La première consiste à laisser le promoteur porteur seul le projet. La commune se retire de la VFA, la société Maya finalise le bâtiment et négocie directement avec les professionnels de santé. La commune joue alors un rôle de médiateur. Cette solution permettrait de régulariser la situation juridique tout en protégeant les finances communales. La deuxième solution est la requalification d'un bâtiment existant. Nous avons notamment évoqué la Halle des Sports, un bâtiment récent, accessible, qui pourrait être réaménagé. Cette piste a un coût, bien sûr, elle demande du temps, mais elle mérite d'être étudiée sérieusement. Je veux également rassurer nos associations sportives. Il n'est pas question de déshabiller d'un côté pour rhabiller de l'autre. Notre objectif est de répondre aux besoins des professionnels de santé sans pénaliser la vie associative. Si cette solution est adoptée, les associations seront accueillies dans l'extension du gymnase dans des locaux adaptés et pérennes. Enfin, la troisième solution consiste à repartir sur un nouveau projet porté intégralement par un aménageur privé qui négocierait directement avec les professionnels de santé. C'est ce qui aurait dû être fait dès le départ et c'est aussi la solution utilisée par la majorité de communes. Elle repousserait malheureusement de plusieurs années l'ouverture d'une maison de santé attendue depuis maintenant 2019. Nous avons notamment réfléchi au site actuel de la Poste, plus proche du centre-ville, qui pourrait accueillir ces médecins généralistes. Une chose est certaine, notre priorité n'est pas de sauver un montage juridique. Notre priorité est de garantir durablement l'accès aux soins pour les Viassoises et les Viassois. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons fait le choix de vous dire la vérité, pas une vérité arrangée, pas une communication, la réalité des dossiers, des chiffres et de la situation que nous avons découverte à notre arrivée. Je ne vais pas vous le cacher, ce sont de très mauvaises nouvelles. Je suis un maire en colère parce que ce que nous avons découvert dépasse l'entendement. En une phrase, la commune de Vias n'est plus qu'un champ de ruines. Nos prédécesseurs ont menti, ils nous ont vendu une gestion responsable, ils nous ont vendu une gestion exemplaire. En réalité, nous avons affaire au roi de l'artifice comptable. Ils avaient un talent bien réel, celui de l'apparence. Regardez-les pendant les campagnes. Ils maîtrisent les codes, ils soignaient les costumes, ils multipliaient les vidéos léchées, les discours millimétrés, les mises en scène de leur propre succès. Ils incarnaient cette compétence de façade, celle qui brille sur les réseaux sociaux, celle qui brille dans les cérémonies, pendant que dans l'ombre, les fondations de notre commune s'effondraient. Ils ont confondu la gestion publique avec une séance photo, pendant qu'ils soignaient leur image. Ils sacrifiaient nos investissements pendant qu'ils jouaient les experts en costume devant les caméras. Ils improvisaient avec l'argent des contribuables. Cette incompétence, cachée derrière un vernis de supériorité, est une faute politique grave. Ils ont voulu paraître grands là où ils n'étaient que petits. Ils ont préféré l'éclat du paraître à la rigueur de l'être. Ainsi,
ils ont sacrifié l'héritage des Viassoises, des Viassois et des générations à venir. Que reste-t-il aujourd'hui derrière eux? Un maquis comptable, une maison de santé qui ne sortira jamais sous cette forme, un promenoir dont la justice demande la démolition, des constructions illégales qui mettent en péril notre littoral et une commune ruinée. Aujourd'hui, ce mandat sera celui de la réparation. Nous n'avons pas choisi cet héritage, mais nous avons choisi de l'assumer. Nous irons jusqu'au bout, avec une seule ligne de conduite: défendre les intérêts de la commune et ceux de ses habitants. Depuis maintenant 3 mois, certains se demandent peut-être pourquoi nous sommes moins présents dans la communication. La réponse est simple, nous sommes au travail. Chaque jour, nous ouvrons un nouveau dossier. Chaque semaine, nous découvrons de nouvelles difficultés. Au fur et à mesure que nous rencontrons les habitants, les professionnels, les campings, les commerçants ou les associations, d'autres situations apparaissent. Nous les regardons une à une, avec sérieux, parce que nous avons le devoir de remettre cette commune sur les bons rails. Aujourd'hui, nous faisons plus avec moins, vous l'avez déjà constaté. De nombreux travaux ont été réalisés directement en régie par les agents municipaux, que je remercie au passage. Des équipements ont été remis en état, des chemins ont été réparés, des aménagements ont été réalisés sans faire appel systématiquement à des entreprises extérieures. Chaque euro économisé est un euro que nous pouvons réinvestir pour améliorer votre quotidien. Au-delà de ces travaux réalisés par nos agents, nous avons également souhaité agir rapidement pour donner vie à notre centre-ville. Depuis plusieurs semaines, vous pouvez retrouver les grandes tablées du dimanche avec des commerces sous les halles ainsi que des artistes viassois qui viennent faire vivre notre place et nos commerces. L'objectif est simple: redonner envie aux habitants comme aux visiteurs de venir passer un moment dans notre cœur de ville, de flâner dans nos rues, de découvrir ou redécouvrir nos commerces et de partager un moment de convivialité. Nous avons la chance d'avoir un magnifique centre-ville. Il mérite d'être vivant, fréquenté et animé. C'est aussi cela notre vision, faire de Vias un village où l'on vient non seulement pour la plage, mais aussi pour son patrimoine, son centre historique, ses commerces et sa qualité de vie. Dans le même temps, nous avons renoué le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, avec la communauté d'agglomération, avec le département, la région, les services de l'État, nos parlementaires et l'ensemble des collectivités qui peuvent accompagner Vias. Nous sommes convaincus qu'une commune ne peut avancer seule. Les projets de demain se construiront avec nos partenaires et non contre eux. Nous avons également fait un autre choix, celui de la sobriété dans la gestion de l'argent public. L'argent de la commune n'appartient pas aux élus, non, il appartient aux habitants. Chaque euro doit être utile, chaque euro doit être justifié, chaque euro doit servir l'intérêt général. Lorsque l'on découvre des frais personnels de l'ancien maire de 5 000 € par an versés en complément de ses indemnités, des repas privés organisés après les conseils municipaux pour près de 1 500 €, ou encore plus de 30 000 € consacrés à une cérémonie des vœux, dont plus de 8 500 € pour un simple buffet de fruits. Voilà ce que certains faisaient de votre argent. Et je vous le dis, cette époque est révolue. Vous avez voté le changement, vous avez choisi une nouvelle équipe, mais surtout une nouvelle méthode. Une méthode fondée sur la transparence, sur le travail, sur la proximité et sur le respect de l'argent public. C'est cet engagement que nous avons pris devant vous et c'est celui que nous continuerons de tenir pendant tout le mandat. Cette réunion n'est pas un point final, bien au contraire. Nous reviendrons régulièrement devant vous pour vous rendre compte de l'avancement des dossiers. D'autres réunions publiques seront organisées. Vous avez choisi la transparence, vous l'aurez. Et je terminerai par quelques mots plus personnels. Vias
n'est pas seulement la commune dont je suis aujourd'hui le maire. C'est un village que j'aime profondément. C'est un village que je porte dans mon cœur. Je connais ses forces, je connais ses difficultés et mesure l'immense responsabilité qui m'a été confiée. Et croyez-moi, je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination et tout mon engagement au service de cette commune. Nous prendrons parfois des décisions difficiles, j'en conviens, mais elles seront toujours guidées par une seule chose, l'intérêt des Viassoises et des Viassois. Parce que ce village, croyez-moi, je l'ai au cœur et je ferai tout ce que j'ai à mon pouvoir pour qu'il retrouve la place qu'il mérite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé. Et je vous dis à très bientôt parce que vous pouvez me retrouver régulièrement sur les plages du marché, la place du 14 juillet, l'avenue de la Mer et les portes de l'hôtel de ville sont grandes ouvertes pour accueillir la population. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.